22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Le titre de l'actualité de ce mardi 11 février 2025. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Marguilé, s'est tenue aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité de ce 22 heures, en nouvelles du monde, l'ONU avec le cessez-le-feu qui permet donc d'éviter la famine, mais sa rupture sera un danger selon l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Passons donc au développement de ce journal avec le Conseil des ministres où, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Marguilé, s'est tenue aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres où 9 questions étaient à l'ordre du jour. La première question donc a porté sur un projet de loi portant modification partielle de l'article 113 du Code du travail. La suite donc de ce compte rendu avec la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, également porte-parole par intérim du gouvernement, Mme Ouloufa Ismail Abdou. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 11 février 2025 la 4e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a présenté un projet de loi portant modification partielle de l'article 113 du Code du travail. Le présent projet de loi a pour objectif de modifier et de compléter l'article 113 de la loi n 130 AN 05 5e législature du 28 janvier 2006 portant Code du travail, tel que modifié par la loi n 51/AN 19 8e législature du 4 juillet 2019. L'article 113 traite du droit au congé de maternité des femmes enceintes ainsi que du paiement de l'indemnité durant cette période. La modification introduite par la loi n 51 de 2019 a permis une avancée majeure pour la femme djiboutienne en portant la durée du congé de maternité à 26 semaines contre 14 semaines auparavant. Le projet de loi vise à consolider le droit des femmes à travers le plafonnement des rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales dans le cadre du régime des prestations familiales fixé à 400 000 francs Djibouti. Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a introduit un projet d'arrêté portant création d'un comité national de pilotage pour le développement et la mise en œuvre d'un plan d'action national des entreprises et des droits de l'homme. Le présent projet d'arrêté vise à établir un cadre institutionnel pour la gestion du plan d'action national, garantissant le respect des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Ces principes, adoptés par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011, mettant en œuvre le cadre protégé, respecté et réparé, élaboré par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales. L'objectif de ce projet est de sensibiliser les acteurs économiques, tant privés que parapublics, à l'importance du respect des droits humains dans leurs activités. Il s'inscrit dans la continuité des lois adoptées en la matière et vise à renforcer le cadre juridique national. En outre, les actions mises en œuvre dans ce domaine font l'objet de rapports périodiques sur les droits de l'homme. Ce texte prévoit la création de 2 structures essentielles. Le comité de pilotage, présidé par le ministre de la Justice, est chargé d'élaborer, de modifier et de mettre à jour le plan d'action national, de superviser sa mise en œuvre et de présenter au gouvernement un rapport annuel sur son avancement. Le Forum consultatif des entreprises et des droits de l'homme, qui servira d'organe de veille et d'appui au comité de pilotage. Le cadre réglementaire proposé vise à renforcer la coopération entre les différents départements et organisations impliquées afin d'assurer une approche concertée et efficace sur les questions transversales liées aux entreprises et aux droits de l'homme. Aussi, le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie, a proposé un projet de décret sur la formation professionnelle continue des experts comptables qui a été examiné en Conseil.
pris en application de l'article 67 de la loi numéro 53/AN 19, 8e législature, du 4 juillet 2019. Le présent projet de décret vise à établir un cadre réglementaire précis pour la formation professionnelle continue des experts comptables, inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce texte définit les obligations des experts comptables en matière de maintien et de perfectionnement de leurs connaissances et compétences. Il instaure une obligation annuelle de formation continue dont les actions éligibles sont déterminées par l'Assemblée générale de l'OECD. Les experts comptables doivent justifier le respect de cette obligation par une déclaration annuelle selon les modalités précisées dans le texte, permettant ainsi un contrôle effectif par l'OECD. L'adoption de ce projet de décret contribuera à renforcer les compétences des professionnels en la matière et ainsi par extension la confiance des clients partenaires économiques vis-à-vis de celle-ci. Ce texte s'inscrit dans la volonté à l'OECD à adhérer aux exigences internationales en la matière. Projet de décret concernant les principes et modalités de mise en œuvre de contrôle qualité de la profession d'expert comptable en République de Djibouti. Un autre texte introduit par le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie. Conformément aux articles 94 et 95 de la loi 53 AN 19, 8e législature du 4 juillet 2019, le présent projet de décret s'inscrit dans le prolongement du décret numéro 2022-127/PR/MEFI portant réglementation intérieure des ordres de l'expert comptable de Djibouti, notamment en son article 58, qui prévoit l'adoption d'un texte spécifique relatif au contrôle qualité. Ce projet de décret met en œuvre des dispositions légales en vigueur qui imposent d'une part une obligation de contrôle qualité pour les membres de l'ordre et d'autre part une mission de surveillance du respect de ces règles par l'ordre. Il renforce ainsi le dispositif de régulation de cette profession réglementée, contribuant à garantir la fiabilité et la crédibilité des travaux réalisés par les experts comptables. Le projet institue une commission auprès du Conseil de l'ordre chargée de définir et de mettre en œuvre la politique de contrôle qualité. Il précise la composition de cette commission ainsi que les modalités d'élection de ses membres, garantissant ainsi une représentation équilibrée et compétente de la profession. En outre, le texte établit un cadre méthodologique rigoureux pour la conduite des contrôles, en fixant les périodicités selon une approche fondée sur les risques. Ainsi, les cabinets présentant un niveau de risque élevé feront l'objet d'un contrôle au moins une fois par an. Le Conseil donc a ensuite examiné et approuvé d'autres projets de loi. Réécoutons le compte rendu de la porte-parole du gouvernement, Mme Mouloufa Ismaël Abdou. La cinquième question, examinée en Conseil des ministres en ce jour, c'est le projet de décret portant organisation du premier recensement général des entreprises de la République de Djibouti, qui institue le premier recensement général des entreprises qui marque une étape importante dans la collecte des données économiques de notre pays. Ainsi, la première opération de recensement général des entreprises de Djibouti se déroulera sur la période 2024-2025. Ce recensement porte sur l'ensemble des unités économiques des secteurs formels et informels exerçant sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, le présent projet de décret met en place la structure organisationnelle du recensement qui comprend une commission nationale de la statistique, un comité de pilotage, un comité technique et une unité d'exécution. Aussi, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a soumis le projet de décret portant création d'un comité national du programme Mémoire du monde. La sixième question de l'ordre du jour du Conseil des ministres, donc, a proposé ce présent projet de décret qui prévoit la création auprès du ministère de la Jeunesse et de la Culture d'un comité national dénommé Mémoire du monde. Le programme Mémoire du monde de l'UNESCO, créé en 1992, vise à préserver le patrimoine documentaire de l'humanité, incluant les archives, les manuscrits, les livres rares, les enregistrements sonores, ainsi que les films et autres supports essentiels à la mémoire collective. Le Comité national aura pour mission de contribuer à la mise en œuvre de ce programme en République de Djibouti. L'objectif principal est de protéger et de faciliter l'accès aux documents de valeur culturelle et historique,
souvent menacées par le vieillissement, les catastrophes naturelles, les conflits ou pire encore, la négligence. Ce projet de décret découle des recommandations de l'atelier régional de programme Mémoire du Monde qui s'est déroulé à Djibouti du 17 au 18 octobre 2023. La 7e question de l'ordre du jour du Conseil des ministres en ce jour a examiné le projet d'arrêté portant rétrocession d'une parcelle de terrain située à Damerjoug au profit de la société Oxitec située à Damerjoug. Le projet d'arrêté a pour objet rétrocession d'une parcelle de terrain au profit de la société Oxitec située à Damerjoug d'une superficie de 5000 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation d'un centre de recherche entomologique et de lutte anti-vectorielle. La 8e question du Conseil des ministres a porté sur un arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise au sans-fil au profit de la société Sky Construction. Le projet d'arrêté a pour mission ou a pour objet d'attribution au profit de Sky Construction une parcelle de terrain située dans la zone de sans-fil d'une superficie de 25 000 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation d'un projet résidentiel de moyenne gamme avec des espaces réactifs intégrés. La 9e question du Conseil des ministres a porté sur un projet de décret portant nomination. Sont nommés M. Moussa Mohamed Moussa et Mme Ifrah Aden Mahmoud, conseiller technique auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. M. Boubacar Youssouf Adaoué, conseiller technique auprès du ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. M. Hussein Rirash Roble, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable. M. Idriss Ismail Nour, directeur de l'Environnement. Ainsi, la séance du Conseil des ministres d'aujourd'hui a clôturé par des communications. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait donc un compte-rendu sur la participation par visioconférence du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à la réunion du comité d'orientation des chefs de l'État et du gouvernement sur le nouveau partenariat pour le développement en Afrique, le NEPAD, désormais connu sous l'acronyme d'Agence de développement de l'Union africaine. Les travaux de ce sommet ont porté sur l'évaluation de l'état d'avancement des pays du continent par rapport aux objectifs définis par l'agenda 2063. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a prononcé une allocution où il a énuméré une série de suggestions et d'avis éclairés sur les voies et moyens permettant aux pays d'Afrique d'accéder à un renforcement significatif de leurs dispositions et transformations économiques, sociales et politiques. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie, a présenté une communication relative à la présentation des résultats du rapport national sur le climat et le développement. C'est un outil de diagnostic des questions de changement climatique et de réduction de gaz à effet de serre et de leur impact sur les principaux agrégats économiques en vue d'évaluer et d'établir les besoins financiers associés. Le rapport sur le climat et le développement vise à identifier les moyens permettant d'atteindre les objectifs de développement tout en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport présente aussi les opportunités en matière d'action climatique et de croissance. L'impact du changement climatique sur Djibouti se manifeste aussi par des répercussions économiques majeures. Il souligne que les impacts climatiques pourraient faire baisser le PIB réel jusqu'à 6% d'ici 2050 en raison des coûts liés aux catastrophes climatiques, aux pertes agricoles et aux interruptions des services économiques essentiels. Cela représente l'équivalent de 4 années de croissance économique. Sur le plan social, les impacts climatiques accentuent les inégalités déjà existantes. Les communautés rurales qui dépendent fortement de l'agriculture et de l'élevage subissent les pertes disproportionnées dues à la sécheresse et à la dégradation des sols. Enfin, le Conseil des ministres et à sa tête le président de la République a tenu à faire une communication officielle à la veille de l'élection. Les membres du gouvernement, à la tête le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, ont exprimé à nouveau leur soutien total à son Excellence Mahmoud Ali Youssouf pour sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine, dont l'élection est prévue le samedi 15 février 2025, Inch'Allah. Au-delà de l'appui unanime du gouvernement,
Cette candidature bénéficie du soutien indéfectible du peuple djiboutien, comme l'ont démontré la ferveur de notre population lors des marches de soutien organisées jusqu'à dans les régions de l'intérieur, qui voient en lui un leader expérimenté et engagé au service des idéaux panafricains. Son parcours exceptionnel, sa maîtrise des enjeux diplomatiques et son engagement constant en faveur de l'intégration et du développement du continent font de lui un candidat de choix pour cette haute fonction au sein de notre continent. À travers cette candidature, la République de Djibouti réaffirme son engagement en faveur d'une Union africaine forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Cette élection représente une opportunité de promouvoir une vision ambitieuse pour la jeunesse et pour le continent, portée par un dirigeant dont la compétence et la maturité sont reconnues au-delà des frontières nationales et du continent africain. Le gouvernement djiboutien et l'ensemble de la population réitèrent leurs meilleurs vœux de succès au candidat pour cette importante échéance. Sa victoire ne constitue pas seulement un succès individuel, mais également une fierté pour la République de Djibouti et une avancée significative pour toute l'Afrique, illustrant ainsi l'unité et la détermination du continent à bâtir un avenir prospère et solidaire. Nasarakallah wa ra'ak. Merci. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette quatrième séance du Conseil des ministres où 9 questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre participe au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Et bien sur invitation du président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris part au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tient à Paris du 6 au 11 février. Lors du dîner officiel organisé à l'Élysée en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre djiboutien a souligné dans son allocution les enjeux majeurs liés à l'intelligence artificielle pour les nations africaines et la nécessité d'une approche inclusive et équitable au développement technologique. L'IA ou l'intelligence artificielle comme levier de transformation pour l'Afrique, Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre djiboutien, a mis en avant les immenses opportunités qu'offre l'intelligence artificielle pour le continent africain, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et l'inclusion financière et l'industrialisation. Le Premier ministre a plaidé pour que l'Afrique ne soit pas seulement une consommatrice de solutions développées ailleurs, mais également un acteur clé et un contributeur actif dans ce domaine stratégique. Abdelkader Kamel Mohamed a également souligné dans son allocution la nécessité d'un cadre éthique et réglementaire garantissant l'accessibilité, la souveraineté numérique, la protection des données. Et dans cette optique, Djibouti soutient pleinement les initiatives continentales telles que la création d'un Conseil africain pour l'intelligence artificielle destiné donc à structurer l'Afrique. Il a porté le plaidoyer du continent en mettant l'accent sur les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines, tout en rappelant que l'Afrique est déjà outillée par ses talents et sa jeunesse et que ce sommet est enclin à nouer des partenariats gagnants. Et pour revenir donc à cette information où Paris accueille les scientifiques pour l'intelligence artificielle responsable au premier jour de ce sommet international sur l'IA ou l'intelligence artificielle à Paris, plusieurs voix dont notre Premier ministre se sont élevées pour défendre une technologie plus responsable. Marc Surman, président de l'entreprise Mozilla, a pris part également à cet événement. Il a estimé que le développement d'idées visant à rendre l'intelligence artificielle plus sûre devrait être une priorité. Eh bien, toujours dans le cadre de sa visite officielle à la Fédération de Russie, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, a rencontré Mme Valentina Matvienko,
présidente du Conseil de la Fédération, présidente du Sénat à la Fédération de Russie. En marge de cette rencontre, M. Dileta Mohamed Dileta a procédé à la signature du livre d'or du Conseil de la Fédération, marquant ainsi la solennité de cette visite et l'importance des relations entre les deux institutions parlementaires. La rencontre des hauts niveaux tenue dans une atmosphère chaleureuse et constructive a permis aux deux parties de discuter des moyens de renforcer les relations parlementaires entre Djibouti et la Russie. Les échanges ont porté également sur les questions d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment économiques, éducatifs et culturels, ainsi que sur les défis globaux auxquels les deux nations font face. Madame Valentina Matvienko a pour sa part réaffirmé l'engagement de la Fédération de la Russie à approfondir les relations avec Djibouti. Et dans cette visite, le président de l'Assemblée nationale était accompagné de Mahmoud Hassan Farah, président du groupe d'amitié Djibouti-Russie, M. Abdelrahman Mohamed Alali, membre du groupe d'amitié Djibouti-Russie également, et la députée Felsan Abdillahi Miguel, membre de la commission de défense, ainsi que l'honorable Madame Hadi Ahmad Deberkali, membre de la commission des affaires étrangères. Cette visite du président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, à Moscou, donc une visite du musée historique également et culturel Kremlin de Moscou, faite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Dileta. Lors de cette visite officielle en Fédération de Russie, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une importante délégation de parlementaires, s'est rendu au musée historique et culturel d'État Kremlin de Moscou. À l'occasion, cette délégation djiboutienne a eu l'opportunité de découvrir le fond des diamants qui abrite des trésors inestimables de la couronne russe, ainsi que la chambre des armes riche d'objets historiques témoignant du faste des dynasties russes. La visite s'est également poursuivie à la place des cathédrales, un site emblématique du Kremlin où se dressent des monuments architecturaux d'une grande valeur historique et religieuse. La visite s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de coopération, témoignant également l'excellence des relations entre les institutions parlementaires, notamment russes et djiboutienne. Retour à Djibouti, où le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a procédé à l'inauguration de deux projets d'infrastructures réalisés par le Conseil régional d'Arta dans le cadre du programme ADIL financé par l'Union européenne. La suite avec Meri Mohamed. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a procédé hier, lundi le 10 février 2025, à l'inauguration des deux projets d'infrastructure réalisés par le Conseil régional d'Arta dans le cadre du programme ADIL financé par l'Union européenne. Le ministre a été accueilli dans une ambiance festive par une foule en liesse, d'abord à Ouéa puis à Arta. Les autorités administratives de la région d'Arta, à savoir le préfet et le président du Conseil régional, ont été le premier à souhaiter la bienvenue au ministre et l'ont accompagné jusqu'à la fin de la cérémonie comme l'exigeait le protocole d'accueil. La première conseillère de l'ambassadrice de France a pris part aussi à la cérémonie pour représenter l'Union européenne qui a financé le projet à inaugurer. À Ouéa, le ministre a inauguré une maison de l'artisanat dédiée aux femmes artisanes de cette même localité. Cette maison va servir de lieu pour confectionner, stocker et vendre des produits artisanaux. La construction de cette maison entre dans une politique régionale de développement de l'artisanat, de la valorisation du métier de l'artisanat, de la promotion de l'entrepreneuriat et l'autonomisation financière des femmes du village de Ouéa. Et ce programme qui a permis de montrer le dynamisme de la décentralisation et des acteurs de la décentralisation. Je souhaite remercier ici notamment Monsieur le ministre de la décentralisation qui ne ménage pas ses efforts pour faire avancer ce processus, ses équipes du ministère de la décentralisation. Et ici, il est utile également de féliciter à nouveau les équipes d'Arta, avec monsieur le préfet et ses équipes, monsieur le président du conseil régional, avec toutes ses équipes avec lesquelles on a travaillé étroitement pendant ces 5 années.
Eh bien, dans leur intervention respective, le président du conseil régional et le préfet de la région d'Arta ont tous deux donc rappelé l'importance que revêt ces projets. Écoutons. À cette infrastructure structurante qui est la gare routière d'Arta, que nous avons signé une convention de partenariat à la demande des syndicats de bus d'Arta, et dont l'inauguration nous procédons aujourd'hui. C'est là votre présence témoigne de l'importance du projet de la gare routière d'Arta. Ce projet va rendre la ville d'Arta la plus belle ville de toute la région en pensant à ce projet de la gare routière qui est aux normes standards, garage, là où ils vont vidange, graissage, bureau du président des syndicats, toutes les structures sont là. C'est aux syndicats de s'organiser. Cela renforcera le respect de l'environnement de la région d'Arta et de la ville d'Arta. Une gare routière joue un rôle prépondérant dans la gestion urbaine d'une ville en pleine expansion comme Arta. Et c'est dans la mesure d'ouvrages qui figurent parmi une panoplie d'infrastructures sociales planifiées dans le cadre d'appui au développement local intégré, c'est vers une réalisation pragmatique qui vise à donner à notre chef-lieu l'élan d'une agglomération en plein essor de développement, comme vient de le souligner le président du conseil régional. Et pour sa part, le ministre de la décentralisation a dans son allocution remercié pour son appui constant au processus de la décentralisation à Djibouti. Écoutons, monsieur le ministre. J'ai aidé à l'inauguration des deux grands projets qui vont transformer radicalement le paysage d'Arta et la situation économique de la région. Des projets qui font partie d'une série de 19 projets réalisés dans le cadre du programme ADIL financé par l'Union européenne. Le programme ADIL est le fruit d'une longue négociation entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Et c'est grâce à la vision éclairée de notre président, son Excellence Ismail Omar Guelleh, que l'Union européenne a bien voulu appuyer le processus de la décentralisation djiboutienne. Les 19 projets réalisés par la région d'Arta font partie de ces grands projets, qui sont essentiellement des projets d'infrastructure qui vont permettre un meilleur accès à l'eau de la population locale, dynamiser les échanges commerciaux et améliorer les services administratifs rendus dans les régions. Le deuxième grand projet que j'ai l'honneur d'inaugurer ce matin est la gare routière d'Arta, où je me trouve actuellement. Ce projet va non seulement organiser le trafic routier dans le chef-lieu d'Arta, mais il aura un impact sur la structuration de l'espace urbain à Arta. La gare routière sera également une source de recettes financières pour le conseil régional, dont le budget sera rehaussé. Comme ADIL prend fin, et si on fait le bilan, le programme ADIL pour la région d'Arta et pour l'ensemble des régions, on peut parler d'un franc succès. En bref et en image avec cette 6e plateforme régionale arabe pour la réduction des risques des catastrophes qui s'est tenue à Kuwait City du 10 au 12 février, organisée par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Notre pays a pris part à cet événement régional majeur et la délégation de notre pays était conduite par M. Abdelkader Hussein Omar, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État de Koweït. L'ouverture officielle a été lancée en présence de nombreuses personnalités de haut rang, incluant des ministres du monde arabe et plus de 600 participants.
Un mot de sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la fédération djiboutienne donc, a ouvert les portes du tennis aux élèves de Ma'arif dans le cadre de son ambitieux programme de vulgarisation du tennis. La suite avec Maï Mohamed. Dans le cadre de son ambitieux programme de vulgarisation du tennis, la Fédération djiboutienne de tennis, soutenue par le secrétariat d'État chargé des sports, a organisé une journée porte ouverte dédiée aux élèves de l'école de Ma'arif. Cet événement riche en activités pédagogiques et ludiques a permis aux jeunes de découvrir les fondamentaux de ces sports sous la supervision de techniciens et des entraîneurs de la Fédération de tennis. Une immersion totale pour les jeunes au cœur du centre de tennis des Gabotes. Les élèves ont été initiés aux différentes étapes du tennis, du maniement de la raquette aux techniques de service en passant par la stratégie des jeux en double. Des ateliers interactifs ont été animés par des coachs formés lors du stage à Play Tennis, un programme soutenu par la Fédération internationale de tennis. D'un prof de sciences à l'école internationale de Ma'arif à Djibouti. Aujourd'hui, on a visité ici dans la fédération de tennis. Et vraiment, voilà, la fédération nous a ouvert les portes et nous a vraiment très bien acquis. Et comme vous le voyez, nos étudiants vont venir ici pour se divertir et découvrir ce qu'il y a ici. Et vraiment, on est très heureux de venir ici et découvrir tout ce qu'il y a. Et voilà, on remercie franchement en fait, voilà, le président ainsi que le ministère de l'Esport. Voilà, et tous ceux qui ont participé en fait, à nous accueillir ici. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Selon l'ONU, le cessez-le-feu à Gaza permet donc d'éviter la famine, mais sa rupture sera un danger. Les détails avec Samatar Saïd. Fletcher, chef des opérations humanitaires de l'ONU, déclare que la famine a été en grande partie évitée à Gaza grâce à l'afflux d'aide dans le territoire en cours de ce fragile cessez-le-feu. Cependant, il prévient que la menace pourrait rapidement réapparaître si la trêve échouait. M. Fletcher a également appelé à l'accélération de la livraison, les tentes d'abri pour les habitants qui rentrent chez eux alors que l'hiver se poursuit. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.